la crise sanitaire. C'est un peu moins drôle, effectivement. Elle a produit un effet de loupe, évidemment, sur les inégalités sociales, de genre ou même d'origine. Encore fallait-il mesurer tout ceci. C'est ce qu'a fait la Fondation Gabriel Péri, dont nous recevons ce soir son représentant, Daniel Sirera. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Et qui sera interrogé par Eugénie Barbeza. Bonsoir, Eugénie. C'est à vous. Merci Lionel. Bonsoir Daniel Sirera. Donc vous êtes secrétaire général du conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri. Comme le disait à l'instant mon collègue, la Fondation Gabriel Péri s'est intéressée à l'après-Covid et au Covid puisque vous avez produit une réflexion, une étude, des enquêtes et des travaux juste à la sortie de cette crise sanitaire qui n'est pas encore finie d'ailleurs, mais au mois de mai-juin dernier, vous avez commencé à réfléchir aux conséquences de cette crise sanitaire et effectivement à l'exacerbation, c'est difficile à dire, des inégalités qu'a produit cette crise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui a été fortement impacté à la fois géographiquement, socialement, par rapport à cette crise? C'est une entrée, je crois, très forte dans cette crise, dans son originalité en quelque sorte, que la question des inégalités. Si vous tapez sur Google en français Covid-19 et inégalités, vous avez en gros 6 millions d'occurrences, et si vous le mettez en anglais, ça fait 100 millions d'occurrences. Donc on est vraiment au cœur d'une question et on le voit bien qu'il y a cet effet d'accélération. Sur 3 niveaux, je crois. D'abord, dans les personnes touchées, dans ce qui s'est passé dans le confinement et dans les conséquences de la crise économique qu'entraîne la crise sanitaire. D'abord, dans les personnes touchées, on voit bien qu'on a essayé de responsabiliser les individus en disant « Ah, c'est parce que vous ne respectez pas suffisamment ». Il faut respecter, bien sûr, les mesures sanitaires. Mais quand on voit que, par exemple, dans un pays comme la France, les régions qui ont été les plus touchées au début, ça a été le Nord et le Grand Est, et dans la région parisienne et l'Île-de-France, ça a été la Seine-Saint-Denis. On voit bien que là, il y a eu des causes qui étaient tout à fait liées à des situations. Les régions et les départements les plus pauvres. On a retrouvé en quelque sorte des fractures qu'on connaissait. Et de ce point de vue, il y a un effet et d'accélération, d'approfondissement et de révélateur. Il y a des choses qu'on savait, les inégalités, elles existaient avant, mais là, on voit bien qu'à travers la question sanitaire, de la santé et de toutes les conséquences qu'il y a en termes d'emploi, en termes sociaux, c'est certaines catégories qui étaient les plus vulnérables qui vont être encore plus vulnérables que là. C'est-à-dire, de ce point de vue, on a à la fois, c'est une crise des inégalités, mais ça devient une crise de la pauvreté, parce que des gens qui n'étaient pas touchés se trouvent dans des situations humaines absolument impossibles. Vous voyez bien les catégories dont on va parler. Oui, bon, on va développer un petit peu. Oui. Il y a bien sûr ceux qui étaient attendus, malheureusement, les gens migrants, les travailleurs du domaine de l'informel, tout cela, évidemment, ils étaient prêts à tomber dans la pauvreté, ils étaient dans la survie et ça a encore aggravé les choses. Mais on a vu plusieurs autres catégories qui s'en sortaient à peu près, venir grossir les queues des banques alimentaires et ça a été une surprise pour beaucoup. Et puis on a vu aussi, bien sûr, les femmes en première ligne, à la fois dans des métiers du care, des métiers du soin, c'était les infirmières, c'était les aides-soignantes, dans des métiers sous-qualifiés et sous-payés que sont les métiers de la distribution, etc. Absolument. Et on a vu aussi que les femmes étaient doublement impactées parce que c'était elles aussi qui se tapaient les corvées à la maison. Pendant le confinement, ce sont elles qui ont fait l'école à la maison. Voilà, donc, et par contre, on les voyait assez peu sur les plateaux de télévision. Les femmes, tout d'un coup, cette exigence de parité qu'on essaye d'avoir, elle a été balayée parce que les scientifiques qui parlaient de la Covid étaient des hommes. Donc voilà, on peut peut-être développer sur ces 3 catégories. La crise a eu un effet, a rendu visible des choses qui existaient, et elle le fait dans un moment où la question de l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité des droits, est vraiment dans l'espace public. Et elle a rendu visible le rôle et la fonction des femmes dans l'espace public et dans l'espace privé. Comme vous le disiez, on le voit bien à travers les emplois. Et on a évidemment au cœur la question des soignants et des soignantes, en l'occurrence, et puis les caissières et tous ces métiers, dans le fond, dans lesquels la société n'aurait pas pu continuer à travailler. C'est vrai aussi pour des métiers moins féminins comme les éboueurs ou d'autres fonctions, ou les gens qui faisaient de l'énergie, mais on voit bien qu'il y a eu une centralité de la question des femmes et à travers ça, la question des inégalités, puisque en même temps, c'était celles qui étaient moins payées, des choses comme ça. Et là, la crise a un effet démultiplicateur, mais il a aussi un effet révélateur, parce qu'il va rendre visible des choses qui existaient, mais il va les mettre vraiment sur le devant des questions
des questions qu'il y a pour le changement, pour ce qu'il faudra faire, pas seulement sur ce qu'il y a, mais pour ce qu'il faudra faire. Ça, on va y venir. Mais vous parlez de la France, là, mais c'est vrai aussi dans le monde entier, en fait. Oui, tout à fait. On voit bien, si on prenait, on est dans une période où il y a eu des mouvements sociaux partout dans le monde. Si on prenait un cas qui nous a éclaté finalement au visage de tout le monde, c'est le cas des États-Unis, où les inégalités de race, en l'occurrence les questions raciales et les questions sociales, ont fait un mélange détonnant, explosif, d'autant plus que ça se posait par rapport à la politique du traitement, enfin le traitement de la crise par Trump. Donc là, on a vraiment quelque chose d'une très grande violence, mais qui montre le lien qu'il y a, la nouveauté en quelque sorte, non pas de la situation d'inégalité, mais de la façon dont les mouvements vont se saisir de cette question-là pour en faire un élément de contestation tout à fait central. Ce sera vrai dans des pays comme le Chili, ce sera vrai aussi dans d'autres pays. Oui. Quelque chose aussi intéressant que vous pointez, c'est le fait qu'on a beaucoup pointé les responsabilités individuelles. Et c'est vrai que cette crise nous touche individuellement dans nos corps. Et ça, c'est aussi la grande nouveauté, c'est que ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui rentre en nous, la Covid. Tout à fait. Et si on comparait avec une crise que nous avons connue de notre génération, qui a été la crise de 2008, qui a été la grande crise financière, on voit bien que c'était une crise qui touchait au cœur du système, Wall Street, etc. Mais là, on a quelque chose qui va toucher au système, mais dans ce qu'il a à la fois de plus global, planétaire, et de plus individuel. Et alors là, on dira que l'individu va se trouver confronté à une dimension systémique de la crise, et c'est extrêmement violent, et en même temps c'est extrêmement porteur de revendications pour l'émancipation, pour mettre en cause les politiques néolibérales qui ont une énorme responsabilité dans la façon dont la pandémie s'est répandue et dans la façon dont ont été traités les femmes et les hommes. Et justement, pour pallier ces inégalités, on a vu l'importance des services publics. Services publics, notamment services publics de la santé en France, services publics de la santé dans lequel, depuis plus d'1 an avant la crise, Absolument. il y avait des luttes sociales. Et donc là, eh bien, ces luttes ont gagné quelque part. En tout cas, idéologiquement, il Absolument. apparaît nécessaire à tout le monde d'avoir un service public de la santé alors qu'il était de plus en plus remis en cause. Vous avez tout à fait raison. C'est le récit ou le discours néolibéral qui est frappé de plein fouet, les politiques qui ont été mises en œuvre, et on le voit d'autant plus qu'il y a eu ces luttes pendant 1 an, et que c'est une lutte pour l'hôpital public qui a été extraordinairement populaire, avec très très mobilisatrice, et elle percute, donc la crise va percuter ces luttes-là. Et donc là, on a un élément pour l'après. Quand on s'interroge sur l'après, c'est comment ces mouvements qui ont posé les questions tout à fait fondamentales, en l'occurrence la santé et l'hôpital, mais aussi les services publics, parce que c'est ça qui a permis à la société de tenir, vont être les éléments, le socle en quelque sorte, pour penser l'après à partir des questions concrètes, mais avec une vision qui va bien au-delà de l'immédiat. Pour rester dans le même domaine de la protection des citoyens, il y a aussi le droit du travail, notamment les salariés qui ont pu être en chômage partiel parce qu'ils avaient un contrat de travail, un CDI. On voit aussi que la précarité qui nous est vantée avec l'ubérisation de la société, eh bien, elle a créé là, directement de la pauvreté, alors que le CDI que défendent les syndicats progressistes ont pu protéger les gens. Là aussi, idéologiquement, il y a eu une victoire de la sécurité professionnelle. Et je vous demanderai, Daniel, une réponse courte parce qu'on va devoir malheureusement arrêter ce débat. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on touche à des questions absolument essentielles, que cette crise nous a pris par surprise, mais qu'en même temps, en l'examinant, on voit bien qu'il y a des causes profondes, mais qu'en même temps, elle pose des questions qui nous permettent aussi de penser l'avenir en s'appuyant sur ce qui s'est passé aussi dans la tête de millions et de millions de gens. En quelque sorte, elle dessine une feuille de route. Oui. Elle nous donne un socle, en tous les cas, pour savoir de quel côté il faut aller et comment l'avenir, déjà, il peut se dessiner déjà dans les têtes. Et donc, faire monter les exigences pour la transformation, pour mettre loin, pour recréer de l'espoir et de la confiance. Merci Daniel Sirera d'être venu donc. Et si vous voulez effectivement retrouver l'intégralité de ce dossier de la Fondation Gabriel Péri, eh bien c'est dans le Mag, voilà, le magazine. Merci encore à vous. Merci On vient beaucoup. de parler d'inégalité. Elle touche particulièrement les femmes, vous venez de le dire. Les droits des femmes sont également aussi attaqués en France et dans le monde. Nous vous proposons là un témoignage rare venu du Brésil. C'est un pays où le droit à l'avortement est menacé singulièrement depuis que Jair Bolsonaro est devenu le chef de l'État. C'est le témoignage d'une femme médecin, Jandira Fegali. Elle est membre du Parti communiste brésilien, élue à la Chambre des députés. On regarde.